Bonjour à tous. À l'évidence, depuis l'arrivée de ChatGPT, les élèves se sont emparés de l'intelligence artificielle. Mais cette IA a-t-elle véritablement fait sa rentrée à l'école? C'est ce que nous verrons en répondant à certaines de vos questions et puis à d'autres aussi avec des experts. On verra à quoi peut bien servir l'IA à l'école, comment ça va bouleverser les apprentissages demain. Ce sera notre grand sujet à la une. On parlera aussi biomimétisme tout à l'heure avec cette découverte, le lien entre le ton et la thermorégulation, une thermorégulation donc bio-inspirée. Mais d'abord, je propose qu'on commence avec notre séquence 3 questions A autour des politiques publiques locales et du numérique. C'est tout de suite dans Smart Tech. Trois questions à Delphine Jamais. Bonjour, vous êtes connectée à distance avec nous. Vous êtes adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'administration générale, de l'évaluation des politiques publiques et de la stratégie de la donnée et également conseillère déléguée au numérique de Bordeaux Métropole. Alors j'avais une première question pour vous. En quoi consiste l'établissement de politiques publiques liées au numérique dans une ville, dans une métropole ? Aujourd'hui, on a plusieurs sujets liés au numérique. C'est que c'est un sujet très transversal dans une administration publique déjà. Donc, on a la question de l'accès au numérique pour tous nos personnels administratifs qui utilisent quotidiennement le numérique. Donc ça, c'est vraiment un des premiers accès. Ensuite, on a un accès de développement des réseaux. Donc la fibre, pour que tout le monde soit fibré sur la métropole, par exemple. Nous avons aussi les questions de services publics numériques, c'est-à-dire quand on dématérialise un service public qui aujourd'hui était papier, c'est un service rendu au public de façon dématérialisée, donc on a tout cela. Et on a aussi tout un côté lié au développement économique, donc d'accompagnement des filières du numérique sur le développement économique sur le territoire. Alors, Bordeaux Métropole a accueilli, il n'y a pas très longtemps, c'était en octobre, l'événement Digital Society Digital Cities, qui a rassemblé 26 villes. À cette occasion, vous avez révélé les résultats de l'Observatoire métropolitain pour identifier quels étaient les facteurs d'inégalité numérique. On ne va pas adresser tous les enseignements, mais quels sont les principaux, en tout cas ceux qui vous ont peut-être un peu surpris? Alors, on va commencer quand même par ce qui n'a pas forcément surpris, si vous me permettez, parce que c'était important d'avoir un instant T, la réalité des fractures et des inégalités numériques sur notre territoire. Et donc, on voit qu'on a 18% à peu près de la population qui est vraiment en très grande difficulté avec le numérique. Donc ça, c'était important aussi quand même qu'on ait ce marqueur territorial, puisqu'on avait jusque-là que des données nationales ou potentiellement régionales, mais pas vraiment territorialisées comme cela. Notre observatoire, c'est 5000 répondants. On a adressé 40 questions par téléphone à plus de 5000 personnes. Donc, il se veut un observatoire vraiment très concret et pour le coup très juste. Quand on fait des sondages, généralement c'est 1000 personnes. Là, on a interrogé 5000 personnes pour pouvoir avoir une représentativité sur l'ensemble des communes et après pouvoir affiner nos résultats par commune. Donc ça, c'est déjà en termes de méthodologie, c'était important à préciser. Et ce qui ressort et par contre qui est assez étonnant, c'est qu'on a aujourd'hui 75% des répondants qui ont dit qu'ils étaient des aidants numériques, c'est-à-dire qu'ils ont été amenés à un moment donné ou à un autre à aider quelqu'un à faire une démarche en ligne ou à utiliser Internet, etc. Et ça, c'est un chiffre particulièrement important. Et un autre chiffre qui était important pour nous de savoir, c'était la connaissance de nos concitoyens et de nos concitoyennes des lieux d'aide à l'usage du numérique sur notre territoire. Et là, on voit qu'on a 50% des personnes qui connaissent ces lieux et qu'il y a 20% des personnes qui ont passé une porte. Donc, ça, voilà, grosso modo, un peu les grands enseignements qu'on a pu avoir. Par contre, ce qui montre aussi, c'est que finalement, la connectivité ou l'accès au matériel est dans une moindre mesure une grosse fracture, parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 2,7% des métropolitains qui n'ont pas de matériel informatique. Oui, donc la fracture, elle se situe vraiment plutôt dans l'accompagnement vers les usages, l'accès aux services publics via le numérique. Quelles sont les actions qui ont été mises en place à la suite de ces données que vous avez collectées ? Alors, les données ont été collectées en juin-juillet, donc du printemps dernier, début d'été dernier. Donc, par contre, on avait déjà mis en place des actions depuis quelques années parce qu'on avait ce ressenti. Donc là, aujourd'hui, cet observatoire est venu finalement un peu en retard par rapport aux besoins et aux ressentis qu'on pouvait avoir. Mais on avait besoin de travailler avant dessus parce qu'il y avait une urgence qui nous avait été alertée notamment par les citoyens, mais aussi les travailleurs sociaux, les acteurs associatifs du territoire sur ces sujets-là. Donc, on avait déjà mis en place des actions. Donc, on a
comme tout en France d'ailleurs, des conseillers France Service, mais par exemple dans les bibliothèques, très souvent, on avait déjà des médiateurs numériques qui accompagnaient les gens sur leur usage et l'apprentissage. Donc ça, c'était quelque chose qui est fait dans beaucoup de bibliothèques du territoire, par exemple. On a des lieux aussi, nous, à Bordeaux Métropole, on a un lieu qui s'appelle Sésame, qui est en charge en fait de former les travailleurs sociaux pour accompagner au mieux les personnes qui viennent faire une démarche. Parce qu'aujourd'hui, on a des travailleurs sociaux qui sont formés sur le travail social normal, mais aujourd'hui, on voit qu'avec la dématérialisation, il faut accompagner ces travailleurs sociaux pour mieux accompagner les bénéficiaires. Et on a aussi toute une politique de mise en place de subventions pour les associations qui travaillent sur ces sujets-là. Et Delphine Jamet, on a plus beaucoup de temps. Normalement, j'ai que 3 questions à vous poser, mais je voulais quand même qu'on dise aussi que vous avez élaboré une feuille de route sur le numérique responsable, parce que c'est une préoccupation, ça aussi, qui monte, j'imagine. Alors, c'est une préoccupation qui monte. Moi, très clairement, je suis élue écologiste, donc c'est une préoccupation que j'avais depuis très longtemps. Et donc, depuis 2020, on a commencé à travailler sur ce sujet-là. Et avec la loi Rennes qui est arrivée en 2021 et qui impose de poser une politique stratégie numérique responsable au 1er janvier 2025, ça a permis finalement de structurer un peu plus ce qu'on souhaitait faire déjà au sein de la Bordeaux Métropole. Donc on l'a voté fin septembre et cette stratégie tourne autour de 7 axes et on la prend à 360 degrés parce que le numérique responsable, ce n'est pas que l'impact carbone du numérique, c'est aussi l'impact environnemental, bien entendu. Hein. Je fais la différence entre les deux parce que c'est important. Et c'est aussi l'impact sociétal que le numérique engendre. Donc on est obligé de travailler sur tous ces sujets-là. Merci Delphine Jamet. Et je précise que la moitié des sondés a commencé à modifier ses habitudes pour un numérique plus responsable. C'est un sujet aussi qu'on suit de près. Delphine Jamet, je rappelle, vous êtes conseillère métropolitaine déléguée au numérique de Bordeaux Métropole. Allez, c'est l'heure tout de suite. On va s'intéresser à l'école et à l'intelligence artificielle qui s'y invite. L'intelligence artificielle à l'école, ouh là là, un grand mot, mais en fait, des élèves utilisent déjà ces outils, ne serait-ce que sur leur smartphone ou à travers ChatGPT. Et puis, il y a quand même l'UNESCO qui a élaboré un guide à l'attention des décideurs de l'éducation pour aider les professionnels justement à se préparer à cette intelligence artificielle qui arrive, autant sur les opportunités que sur les défis et les compétences aussi de base requises. Alors, on va parler de ce sujet ensemble et répondre aux questions des téléspectateurs avec Claire Lecoq, directrice adjointe de l'EPITA, donc grande école d'ingénieurs qui forment des computer scientists. Je dirais un chiffre sur l'EPITA, ou deux, 5 campus en France et 5 villes et 8500 diplômés dans plus de 2000 entreprises. Avec vous autour de la table, Théo Offenberg, qui est le PDG, fondateur de Reverso, service numérique que l'on connaît bien, qui propose la traduction des dictionnaires, des aides grammaticales, l'apprentissage des langues, des correcteurs. Et en chiffres, là, si je donne un chiffre Reverso, c'est 65 millions, plus de 65 millions d'utilisateurs actifs par mois. Alors, une première question pour tous les deux. Est-ce que vous êtes plutôt dans le clan des inquiets, des enthousiastes, des sceptiques? Vous dites quoi? Vous dites oui à l'IA à l'école? Moi, je suis dans le clan des... Théo. Je suis dans le clan des optimistes. Je pense qu'aujourd'hui, l'IA aide les gens à s'exprimer mieux, fait réfléchir sur justement ce que c'est que l'intelligence aussi, permet de dialoguer, permet, lorsqu'on n'a pas de professeur sous la main aussi, de pouvoir poser des questions, de pouvoir se poser des questions. Claire, dans quel camp? Toujours optimiste, évidemment. Et en plus, c'est pas une question. Ouais. C'est une évidence. Il n'y a pas de pour ou contre l'IA à l'école. Non, mais c'est ça, c'est un état de fait. C'est là et il faut s'en emparer et le mettre au service de l'éducation. Alors, on va répondre à cette première question qui est posée par David. Mais quel est l'intérêt principal de l'IA à l'école? Alors, moi, j'aime bien revenir sur les fondamentaux. Parce que ce genre de débat, on l'a eu quand il y a eu Google, mais on l'a même eu quand il y a eu l'imprimerie qui est apparue en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire de l'enseignement ?» Eh bien, on va se repositionner sur les choses qui sont intéressantes dans les processus d'apprentissage. Alors, on peut se servir d'outils pour essayer de ne pas avoir un discours un peu dans le vide, mais si on regarde la taxonomie de Bloom, qui définit les niveaux d'apprentissage, les 3 premiers niveaux ne sont pas intéressants. C'est pas ça qui fonde le high value, high performance. C'est pas pour ça qu'on rémunère les personnes en poste dans les sociétés. Mémoriser, répéter à peu près correctement, appliquer alors qu'on vient de donner le théorème, c'est pas ça qu'on demande. C'est les 3 niveaux d'après dans la taxonomie de Bloom qui sont intéressants, qui sont est-ce que je sais évaluer, est-ce que je sais faire une synthèse, est-ce que je sais
innover, contribuer, créer. Et en quoi l'intelligence artificielle va nous aider à être bon là-dessus ? En fait, l'IA, c'est un meilleur perroquet qu'avant. C'est un meilleur perroquet que Google. C'est quelque chose qui peut effectivement faciliter la production de premiers éléments pour pouvoir travailler. Mais, comme vous le disiez un peu en introduction, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Et ça va nous demander, et tant mieux, de nous repositionner et de manière encore plus forte sur ces 3 derniers niveaux de la taxonomie de Bloom. Donc ça va permettre de repenser l'école, repenser les apprentissages. Mais à quoi ça peut bien servir quand même très concrètement à l'école ? Un exemple très concret. Vous devez écrire. Oui. Vous avez les premières idées qui vous viennent, vous écrivez le texte comme il vous vient, puis à un moment donné, vous dites, mais là, j'aimerais m'exprimer de façon plus claire. Et l'intelligence artificielle va vous permettre d'avoir des alternatives qui vont arriver, et vous allez devoir les choisir. Et donc, au lieu de rester bloqué sur votre feuille de papier en disant, mais là, je ne sais pas quel mot utiliser, je ne sais pas comment, on va vous donner des alternatives, mais ce sera toujours à vous de choisir. Oui. Et l'IA, elle peut déjà faciliter le métier de beaucoup de gens. En fait... Alors attention, parce que là, moi, je voudrais qu'on reste quand même sur l'IA à l'école et l'IA comme outil d'apprentissage, que ça peut changer. Hein. Mais du coup, le métier du prof, est-ce que c'est vraiment de générer des QCM ou est-ce que c'est de penser le fond des apprentissages ? Est-ce que si on lui facilitait la vie, on lui donne des QCM et en expertise, il choisit le bon ordre des questions, les bons niveaux de questions, etc., on ne va pas lui faire gagner du temps au service de quoi ? Au service de la relation avec l'élève. Donc du côté de l'enseignant, alors moi je disais en introduction, ça y est, les élèves, ils ont déjà touché à l'IA, ils s'en servent plus ou moins régulièrement, en tout cas c'est ce que nous donnent les chiffres, mais est-ce que l'école a intégré l'IA par exemple ? Parce qu'à l'EPITA, vous utilisez l'IA déjà ? Absolument, on utilise l'IA. Alors on utilise l'IA pour générer des QCM. Enfin, on prend des positions. Hein. Je ne dis pas que 100% des enseignants du corps professoral utilisent l'IA, parce que encore une fois, tout ça c'est pas magique. Il faut vraiment accompagner les personnels dans leur métier. Ça s'improvise pas de maîtriser l'IA. Mais donc on a pris des marques sur comment on génère des QCM, comment est-ce que on arrive à utiliser des outils d'IA pour détecter les formes d'apprentissage, personnaliser les parcours, individualiser pour sortir de ces enseignements de masse. On prend des marques aussi parce qu'en fait, ce qui est super intéressant aussi avec l'IA, c'est de créer les collectifs. Et l'apprentissage, c'est quand même un acte social qu'on peut enrichir avec tiens, toi tu es en train de faire ça et tu apprends comme telle autre personne ou de manière complémentaire à telle autre personne. Donc on peut se servir de l'IA pour créer ces collectifs. Donc on prend des marques là-dessus et puis on prend des marques sur quelque chose qui est un peu plus particulier parce qu'on est aussi questionné sur est-ce que l'IA va remplacer les développeurs ? Est-ce que l'IA est capable de gérer oui, parce que vous formez les futurs développeurs. Au-delà du texte, et la réponse est encore une fois évidemment non. Parce que les codes sont placés dans des systèmes complexes. Avant de générer du code, qui est approprié, c'est très compliqué. Je voulais interroger aussi Théo, parce que finalement, votre outil, c'est un peu comme l'IA. On pourrait dire, oh là là, attention, c'est dangereux de s'en servir à l'école, parce que ça va modifier la manière dont les élèves apprennent. Absolument. Peut-être qu'ils auront moins besoin d'apprendre. Alors ça, c'est une fausse idée qui est absolument répandue. Provoque volontairement. Bien sûr, mais qui est de dire, à partir du moment où on a un outil qui traduit automatiquement et bien, il n'y a plus besoin d'apprendre les langues, mais pas du tout, parce que d'apprendre les langues, ça permet de développer aussi ses compétences et l'interaction avec d'autres. Ça permet aussi d'avoir une autre façon de penser, parce que dans chacune des langues, quand vous les découvrez, c'est d'autres structures grammaticales, c'est d'autres... Et donc, ça permet aussi de développer ses compétences. On veut garder une acuité intellectuelle, on veut garder une agilité, etc. Et développer ses connaissances en langue, ça fait partie de ça. Et par exemple, une des applications très concrètes aussi de l'IA en ce qui nous concerne, c'est vous voulez apprendre du vocabulaire spécialisé dans un domaine. Vous dites, tiens, je vais partir dans tel pays, je vais apprendre... Aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut vous faire votre liste de vocabulaire personnalisée et de vous donner des exemples qui vont représenter, être dans le domaine qui vous intéresse. Voilà. Alors, ça me fait... Voilà. Alors qu'avant, vous aviez des listes toutes faites. Il y a plein d'outils comme ça sur lesquels vous allez apprendre comment ça va, etc. Mais vous allez être bloqué. Et là, quand vous voulez choisir un domaine personnalisé, vous pouvez le faire avec des outils d'IA. C'est une excellente transition vers la question de Stéphanie qui nous demande, mais l'apprentissage personnalisé qu'on nous vend là avec l'IA, est-ce que vous y croyez vraiment ? Claire ?
Encore une fois, heureusement, oui. Parce que, dans une grande école d'ingénieurs comme la mienne, moi, j'ai des promos de 700 élèves. Oui. Comment je fais pour savoir que tel élève, il est en difficulté ou qu'effectivement, il a besoin de soutien sur telle situation, etc. Je ne sais pas, je ne peux pas. Donc, heureusement que l'IA va pouvoir m'aider à consolider des situations. Et une fois qu'on a des corpus de ressources pédagogiques extrêmement riches, on entend bien les élèves de plus en plus, ils ont raison. Ils disent oui, mais pourquoi vous me proposez ce menu unique pour moi ? C'est pas ce que j'aime. Moi, je fais une comparaison, je suis végane, etc. Proposer quelque chose qui est adapté à mes envies, à mes connaissances. Et effectivement, c'est pas la peine de redéployer des séries d'exercices sur des choses qu'ils maîtrisent parce que c'est le menu unique. Donc on peut leur simplifier la vie, on peut projeter les exemples sur des domaines qui les intéressent, on peut se mettre dans leur mode d'apprentissage et on peut même aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des capteurs autour des personnes, on en a plein, nos téléphones. Il est dans le métro, il fait nuit, il n'y a pas de bruit, le téléphone sonne. Enfin, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire pour donner la bonne ressource au bon moment et augmenter la motivation et l'efficacité de l'apprentissage. Absolument. Ouais, et puis ça peut aider à un autre exemple aussi rattraper peut-être certains élèves qui se sentent parfois perdus au fond de la classe. Mais parce que, prenons un exemple, regardez des films en VO. Si vous n'avez aucun outil, vous allez regarder le film et puis au bout d'un moment, vous allez dire finalement, je vais changer, je vais écouter en VF comme le font beaucoup. Aujourd'hui, si vous écoutez sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser avec nos outils, traduire les sous-titres et regarder quand il y a un mot qui vous manque, avoir directement le sous-titre dans le contexte du film. Et donc, vous pouvez développer votre canal de vocabulaire avec des films. Donc, c'est beaucoup plus intéressant que de se dire d'apprendre sur un petit cahier, etc. Donc, ça, c'est un exemple. Et c'est plus interactif, c'est-à-dire c'est moi qui ai la main sur ce dont j'ai besoin. Ouais. Et sur des activités qui vous intéressent, sur des domaines qui vous intéressent. Et l'autre exemple, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vous avez votre téléphone portable et au lieu de faire des petits jeux idiots, de faire du Candy Crush ou des machins comme ça, vous avez votre liste de vocabulaire, vous dites tiens, je vais faire des petits jeux pour retenir les nouveaux mots que j'ai découverts. Voilà. C'est une façon d'utiliser ces outils, d'avoir quelque chose d'un peu ludique et dans lesquels vous développez votre compétence en même temps avec des choses plutôt sympathiques. Alors, j'ai bien entendu, vous êtes très optimiste, mais il y a quand même des téléspectateurs qui s'inquiètent, notamment Aurélie qui nous dit, et je pense que ça fait référence, vous citez Candy Crush, à l'enfant devant l'écran de plus en plus longtemps dans sa journée. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour mettre l'IA entre les mains des enfants à l'école ? Moi, je ne suis pas pour qu'il y ait plus de temps d'écran. On n'est pas du tout là-dessus. C'est plutôt quand il y a des temps d'écran, comment l'utiliser au mieux. C'est comment avoir plus d'interactivité. Justement, c'est que grâce à ces outils, on peut avoir de l'interaction avec l'écran et non pas juste faire du swipe sur des vidéos ou faire du TikTok. Voilà, c'est d'interagir. Mais on peut comprendre l'inquiétude des parents de se dire bien sûr. Oulala, tout ce numérique, il faut quand même rester dans la transmission des savoirs humains. Avec un petit point de différence, c'est que le problème, c'est qu'on laisse nos enfants sur des applications qui sont programmées pour les rendre addicts. Oui. Voilà. Et que j'espère, à minima, qu'on ne fera pas ça dans le monde de l'éducation, mais ça amène sur le terrain des valeurs et du choix de société. L'IA à l'école, oui, en ayant mis en place un certain nombre, en ayant répondu à un certain nombre de questions, la question de la souveraineté, c'est-à-dire que l'IA, elle résonne sur un corpus de données. Si on ne maîtrise pas le corpus de données, la Terre, elle est plate pour tout le monde dans pas longtemps. Donc il faut absolument qu'on ait des données de référence pour l'éducation. L'IA résonne sur des traces. Donc on trace quoi ? On trace qui ? À quel âge ? Enfin, ça nécessite énormément de précautions sur ces sujets. Je passe sur l'impact carbone, parce que faire fonctionner une IA, faire fonctionner une IA, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache
quand est-ce qu'on mobilise Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Voilà, quand est-ce qu'on en a vraiment besoin? Quel projet ça sert? Et puis, on a des questions de droits d'auteur qui sont extrêmement importantes aussi. Oui, donc on n'évacue pas le problème, mais on essaye d'y faire face. Je vais quand même terminer avec cette remarque. C'est pas une question, c'est plutôt une remarque de Madi qui nous dit bon, quand même, l'éducation nationale elle a d'autres problèmes à régler avant l'IA. Ça vous semble pour autant un sujet majeur, prioritaire? Elle a tellement de problèmes à régler que si elle se sert de l'IA, elle va peut-être y arriver plus vite. Oh, technosolutionniste alors, Claire. Non, mais la question dont on parlait tout à l'heure, le rapport avec les parents, le rapport avec les professeurs, c'est quelque chose qui est absolument complémentaire de l'IA. Au contraire, ça permet de libérer plus de temps pour approfondir les relations humaines. Donc vous voyez plutôt l'IA comme une opportunité pour l'éducation nationale et pas quelque chose qui va définitivement l'enterrer. Absolument. Ah, mais de toute façon, l'apprentissage, c'est un acte social. On apprend avec les adultes, et il y a quelque chose de très affectif. On réussit quand on est enfant pour faire plaisir à papa et à maman. Et on apprend en collectif. C'est-à-dire que si on isole les élèves, ils apprennent parce qu'ils ont leurs copains à côté qui leur expliquent. Enfin, c'est l'apprentissage par les pairs et l'apprentissage pour les adultes au départ et à la fin, on espère pour soi-même. Mais c'est d'abord un acte social. Peut-être juste terminer sur comment vous voyez justement ces nouveaux apprentissages, l'IA au sein des apprentissages, l'école du futur. Vous arrivez à vous projeter un peu sur ce que ça pourrait donner ? Moi, je vois toujours... Vraiment, hein, ça me fait tellement penser à des débats quand on a vu arriver les MOOC et on nous disait c'est la fin. C'est la fin, les gens vont apprendre tout seuls, il n'y aura plus de métier d'enseignant. Le métier d'enseignant, il est devenu beaucoup plus intéressant, plus complexe. On passe moins de temps à... Enfin, on produit plus de choses, mais on passe moins de temps à produire la même ressource. Au profit de quoi? Mais au profit du temps qu'on passe avec les élèves. Pour des retours plus riches. Donc c'est toujours ça. Non, vous êtes d'accord avec ça? Voilà, je suis la relation humaine, elle est au centre. Ça permet de se libérer pour développer la relation humaine. Ça te permet justement d'avoir un regard sur le monde plus éclairé. Merci beaucoup à tous les deux. Claire Lecoq, directrice adjointe de l'EPITA, et Théo Offenberg, PDG, fondateur de Reverso. Merci pour vos éclairages sur ce débat. On termine avec notre rendez-vous avec le biomimétisme, un peu de respiration dans la nature. Et voilà, on termine cette édition avec le rendez-vous avec le biomimétisme, avec Anthony Pansard, plus précisément, qui est par Skype avec nous à distance, spécialiste R&D bio-inspiré chez Bioxégie. Aujourd'hui, Anthony, vous allez nous parler du thon. Racontez-nous un peu d'abord ce qu'il faut savoir sur les espèces de thon. Et oui, effectivement, les thons, c'est un groupement d'espèces qu'Aristote, déjà à l'époque, qualifiait d'incroyables. C'est des animaux qui peuvent faire, on ne s'en rend pas forcément compte, même si effectivement c'est très consommé en tant que nourriture, c'est des animaux qui peuvent peser jusqu'à plusieurs centaines de kilos, certains 800 kilos, jusqu'à 4 mètres de long, et qui peuvent nager jusqu'à 80 km/h. Donc c'est 10 fois plus vite que le record du monde sur 50 mètres humains. Donc c'est vraiment des animaux colossaux au sommet en fait, de la chaîne alimentaire des océans, qui ont en fait effectivement des grosses problématiques en termes de physique. L'hydrodynamisme, bien sûr, comme tous les poissons qui doivent aller atteindre ces vitesses-là, mais aussi de thermique. La thermique, c'est la forme d'énergie, donc la chaleur la plus répandue. Tous les procédés industriels génèrent énormément de chaleur. Donc il y a des parallèles extrêmement intéressants en fait en biomimétisme dans la gestion de la chaleur, entre la gestion de la chaleur du thon et celle qu'on a dans l'industrie quand on a des moteurs, des réactions chimiques, en fait toutes sortes de choses. Mais alors justement, comment est-ce qu'ils régulent leur chaleur ? Eh bien, en fait, le thon, donc, il va développer une puissance incroyable. Il a besoin pour ça d'avoir un sang chaud, un métabolisme rapide. Il ne pourrait pas avoir son sang à la température de l'eau, qui peut être à seulement 5 ou 6 degrés, là où il vit. Donc, pour ça, il va avoir une énorme couche de graisse tout autour de son corps. Mais il y a un endroit, en fait, qui pose problème quand on est un animal, un poisson, en fait, c'est les branchies. Parce que pour pouvoir fournir un tel effort, il doit respirer donc très fort, faire passer beaucoup d'oxygène de l'eau à son sang. Or, l'eau est à 6 degrés et le sang dans son corps est à 40 degrés. Donc ça crée des échanges thermiques énormes. Si jamais le sang entrait en contact avec son sang chaud, il serait instantanément gelé en fait. Donc là, la façon dont il va le gérer, c'est avec un échangeur thermique, c'est ce qui est le terme industriel, qui va en fait faire se croiser le sang qui arrive vers ses branchies du sang qui en ressort pour venir retransmettre la chaleur avant qu'elle atteigne l'échange avec l'eau au sang qui est en train de revenir vers son corps. Et c'est extrêmement remarquable parce que ça s'appelle le Rete Mirabile. C'est un réseau donc,
sanguin extrêmement complexe qu'il a juste avant ses branchies, qui va réussir à récupérer 99% de la chaleur qu'il aurait sinon perdue et à la retransmettre à son sang, ce qui donc lui évite globalement de perdre énormément d'énergie et d'absolument ne pas pouvoir créer les prouesses physiques qu'il déploie sous l'eau. Donc un système très avantageux qui a évidemment inspiré des technologies. Vous vouliez nous parler justement d'une techno autour de la thermorégulation. Oui, effectivement, si vous avez vu l'image, on comprend bien que ce n'est pas forcément facile de réaliser un circuit aussi complexe avec autant d'entrées-sorties, mais en prenant vraiment les concepts de base de ces veines, qui sont qu'elles sont en fait doublement ondulées. Donc on va avoir une ondulation dans le sens vertical, une dans le sens horizontal. Ça va avoir un double effet par rapport à un tube classique, parce que souvent, en fait, quand on veut refroidir, on crée des échangeurs thermiques qui transmettent du fluide via des tubes. Eh bien, on va venir mélanger le fluide. Il faut s'imaginer que l'eau, en fait, en zigzagant dans cette espèce de circuit, va venir beaucoup plus s'homogénéiser, donc plus chauffer les parois du tube. Et ça va créer des échangeurs thermiques à contre-courant, donc c'est comme s'il y avait l'air chaud, enfin le sang chaud qui vient dans les veines et le sang froid qui revient du coup des branchies dans les artères qui viennent échanger leur chaleur. Et grâce à cette ondulation, cet élément de la structure de l'échangeur du thon, on arrive à avoir des efficacités énergétiques parfois 2-3 fois meilleures que celles d'un tube simple. Et ça a d'énormes implications dans l'industrie. Donc cette simple idée récupérée du thon peut réduire par 3 les pertes. Ça réduit énormément les puissances de pompage nécessaires pour faire refroidir des moteurs, par exemple, des énormes implications dans l'aéronautique, pour n'en citer qu'un exemple, aussi dans les satellites. Mais on a aussi en fait ce type d'échangeur-là chez nous, dans nos climatisations, dans nos frigos. C'est des choses extrêmement répandues dans tout type de produits industriels. Et si on arrivait à encore mieux copier ce système vasculaire des thons, on aurait plus d'efficacité ? Bien sûr. Pour l'instant, les scientifiques qui ont créé des systèmes technologiques, donc qui ont fabriqué des tubes, ils sont inquiétés de faire quelque chose de facilement implémentable industriellement, qui peut du coup directement être créé à partir d'un tube qu'on vient déformer. On pourrait tout à fait, en étudiant de façon plus approfondie la biologie du thon, réussir à créer des échangeurs sur des systèmes plus complexes qui vont reprendre la structure globalement des veines et des artères et du rectum mirabilis beaucoup plus précisément et qui pourraient faire augmenter encore largement les efficacités thermiques. On est loin dans les applications industrielles des 99% d'efficacité qu'affiche le thon. Super, merci beaucoup Anthony Pansard. Je rappelle que vous êtes spécialiste R&D de tout ce qui tourne autour de la bio-inspiration pour l'entreprise Bioxégie. Merci pour vos éclairages et cette belle découverte. Et merci à tous nos téléspectateurs de nous suivre. C'était Smart Tech. Vous nous regardez sur la chaîne Bismart. Vous pouvez aussi nous écouter en podcast. À très bientôt. Excellente journée à tous.